Donc moi, je vais vous parler en 30 minutes, et puis ensuite, il y aura 10 minutes de questions de la cohorte ELENA. ELENA, c'est l'acronyme de Études longitudinales des enfants avec un diagnostic d'autisme. Et nous l'avons intitulé « Pour un abord multiniveau de l'hétérogénéité de l'autisme ». Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce titre-là. Donc moi, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant à Montpellier. Et je suis à l'Université de Montpellier et à l'INSERM au CESP. Donc, l'autisme, a priori, vous avez certainement une représentation de ce que c'est, puisque c'est quand même un problème de santé qui est médiatisé et qui a fait l'objet de 4 plans nationaux successifs. Alors, c'est un problème de santé publique parce que c'est un problème relativement fréquent. La prévalence en population générale chez l'enfant et chez l'adulte est autour de 1%. Et il faut souligner que dans les estimations récentes, la prévalence aurait augmenté. Donc ça soulève tout un tas de questions sur le rôle éventuel de facteurs environnementaux. C'est aussi un problème chronique, donc c'est un problème qui survient chez les enfants, et puis des enfants très jeunes, et puis qui va durer à l'adolescence, à l'âge adulte, et puis chez des personnes en situation de vieillissement. Et ce qui est assez remarquable dans l'autisme, et c'est une grosse difficulté en recherche, c'est l'hétérogénéité des tableaux cliniques, puisqu'il y a des personnes qui n'ont quasiment pas de difficultés de fonctionnement, une situation de handicap qui est très peu visible, et puis il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations de handicap gravissimes. Alors, l'évolution naturelle dans l'autisme, à partir de même tableau clinique, c'est cela qui est assez étonnant, peut être également très variée. Ça va des formes sévères à des formes quasi de normalisation. L'organisation des soins pour répondre à cette immense hétérogénéité, elle est également très variable, en France en particulier, avec des effets qui sont peu mesurés, c'est un véritable enjeu. Et puis l'impact économique, il est très important. Alors là, j'ai des estimations qui renvoient aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas d'estimation précise faite en France. Vous voyez que l'impact économique de la prise en charge du TSA aux États-Unis est évalué à 268 milliards de dollars pour tous les USA. Alors, les causes de l'autisme, on ne les connaît pas précisément. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prédisposition génétique, il y a des facteurs de susceptibilité génétique, mais une fois qu'on a dit ça, tout reste à découvrir, puisqu'il n'y a pas, on n'est pas dans un modèle de maladie monogénique, il y a une anomalie génétique qui expliquerait toutes les anomalies de fonctionnement. Quand là, vous avez derrière moi, vous avez la référence à une base internationale qui s'appelle SFARI, où il y a 1 millier de gènes de susceptibilité qui ont été potentiellement associés à l'autisme. Il y a d'autres bases. Il y a une base anglaise qui s'appelle Autism Knowledge Base, où il y a 3000 gènes de susceptibilité qui ont été impliqués dans l'autisme. En tout cas, l'héritabilité dans l'autisme est importante. Elle a été estimée entre 50 et 83%. Dans les papiers les plus récents, effectués à partir d'études de jumeaux, il y a un papier qui a été publié en 2017 dans JAMA. On a une héritabilité autour de 83%. Bon, ce qui laisse quand même penser que les facteurs génétiques jouent un rôle majeur, mais ça n'exclut pas l'implication possible de facteurs environnementaux. Et d'ailleurs, toujours sur cette diapositive, donc il y a un tableau qui présente les facteurs environnementaux qui aujourd'hui sont suspectés, étudiés, beaucoup moins que les facteurs génétiques d'ailleurs. Dans l'autisme, il y a des facteurs chimiques, et on va en parler tout à l'heure au travers de nos perspectives d'études, notamment la pollution atmosphérique, les perturbateurs endocriniens. Il y a des facteurs physiologiques, et par exemple l'avancée de l'âge parental, maternel et paternel, mais aussi d'autres facteurs comme l'obésité maternelle ou le diabète maternel, des facteurs nutritionnels comme la carence en vitamine D, puis des facteurs sociaux comme le gradient social. Donc vous voyez que aujourd'hui, l'hypothèse de l'origine de l'autisme, c'est une hypothèse multifactorielle avec une interaction entre des facteurs génétiques dont on sait qu'ils sont fortement présents, mais aussi des facteurs environnementaux. Et cette interaction, on ne sait pas trop comment elle se joue. Alors, il y a une voie de compréhension qui est mise en avant pour comprendre cette interaction probable entre gènes et environnement, c'est l'épigénétique. Alors il faut savoir que d'un point de vue des anomalies génétiques dans l'autisme, la situation la plus fréquente, c'est la présence de polymorphismes qui sont rares, mais il y a une autre situation qui est un petit peu plus rare, mais qui donne lieu à des anomalies, j'allais dire quasi systématiquement, ce sont les mutations de novo. Et ce qu'on imagine dans les schémas actuels, c'est que l'association de ces polymorphismes rares
ou de mutation de novo à des facteurs environnementaux, donne lieu à des modifications épigénétiques, qui conduit à une expression génique modifiée, et donc à un développement neurologique qui est atypique, inhabituel, comme c'est le cas dans l'autisme. Alors les mécanismes, moi je ne suis pas une spécialiste de l'épigénétique, mais je voudrais juste souligner qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en avant et qui devraient faire l'objet d'études pour mieux comprendre comment l'interaction gène-environnement se produit. Et il y a 2 cibles, c'est la méthylation de l'ADN. Vous savez que notre ADN est méthylé, hein, il a une méthylation, mais là c'est vraiment une méthylation qui est anormale, et puis la modification des histones. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'autisme était caractérisé par une hétérogénéité incroyable, et l'évolution est aussi caractérisée par une hétérogénéité incroyable. Donc, si je m'en réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure de la probable interaction entre gènes et environnement pour donner lieu à ce trouble du neurodéveloppement qui est l'autisme. Donc il est possible qu'il y ait des mécanismes biologiques qui ne sont pas encore déterminés, qui restent à déterminer, c'est-à-dire qu'on n'a pas malheureusement de biomarqueurs dans l'autisme, ce qui nous rendrait service pour faire un diagnostic précoce, pour faire des diagnostics différentiels. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas bien, bon, il y a une flèche qui manque, donc c'est pas grave. Et normalement, vous avez une flèche juste en dessous de mécanisme biologique. Donc, en fonction de l'impact de la fenêtre développementale durant laquelle ces mécanismes biologiques vont avoir un effet sur le développement, on va avoir des effets d'une plus ou moins grande sévérité. Donc, vous comprendrez que si ces mécanismes biologiques interviennent en période anténatale, les effets vont être probablement sur le développement neurologique beaucoup plus importants, négatifs, beaucoup plus sévères que s'ils ont lieu plus tardivement au cours du développement neurologique. Ce qu'on constate quand on examine les trajectoires développementales des enfants qui développent de l'autisme, c'est que ces trajectoires, elles sont très diversifiées, avec des possibilités, alors là c'est très surprenant, mais moi je vous le dis en tant que chercheur, mais je vous le dis aussi en tant que médecin, avec des enfants qui vont spontanément compenser leurs difficultés, qui ont vraiment une symptomatologie autistique, et qui spontanément, ou sous l'effet de traitements développementaux, vont atténuer leur symptomatologie, voire ne presque plus présenter de symptômes. Et il y a d'autres enfants qui, à l'inverse, vont présenter des tableaux de régression, de décompensation développementale, et peut-être que ces différentes formes évolutives dans l'autisme sont des marqueurs phénotypiques, et cela reste à étudier, en même temps que la réponse au traitement et le moment où on propose les traitements. On pourrait imaginer qu'en proposant des traitements dans ce que j'appelle la phase prodromique, avant l'apparition du syndrome complet, peut-être qu'on pourrait avoir une plus grande efficacité et éviter la survenue de ce qu'on appelle ensuite l'autisme. Et puis reste aussi à définir si certaines typologies de traitements peuvent atténuer la symptomatologie et la sévérité de l'autisme et faire que les enfants soient catapultés d'une trajectoire développementale à une autre. C'est vraiment un enjeu important pour les professionnels et bien sûr pour les personnes et leurs parents. Donc vous l'avez compris, le mot-clé dans l'autisme, c'est l'hétérogénéité, et l'enjeu, c'est de la déconstruire, c'est de démêler cette hétérogénéité, parce que c'est la seule manière de comprendre les mécanismes sous-jacents et donc d'aller vers l'identification de marqueurs cliniques et biologiques. Et puis c'est aussi une manière d'identifier d'éventuels facteurs de risque qui seraient impliqués dans l'apparition de la maladie, mais aussi dans sa sévérité. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'identifier des facteurs de risque modifiables, parce que cela, au moins, on est plus assuré de pouvoir contribuer à les limiter. Et donc c'est une perspective majeure pour développer des stratégies de prévention et puis de traitement pharmacologique et aussi non pharmacologique. Alors, une des difficultés pour aller plus loin dans cette déconstruction de l'hétérogénéité du syndrome, bien qu'il soit considéré aujourd'hui comme une condition unitaire, c'est la rareté des grandes bases de données. Alors, je vous ai fait une petite synthèse sur cette diapo de ce qui se passe en France et à l'étranger. Donc, vous voyez qu'en France, il y a des cohortes pédiatriques que vous connaissez très bien, qui sont des cohortes remarquables, comme ELF, mais il n'y a rien sur l'autisme. Ensuite, il y a EpiPage 2, dont vous savez qu'elle porte sur des enfants qui souffrent de prématurité. Il y a un screening de l'autisme, et pas un diagnostic de l'autisme, qui est prévu à 2 ans. Lorsque j'ai regardé, mais c'était il y a 2-3 mois, les publications pour voir s'il y avait quelque chose qui sortait sur le screening des enfants à 2 ans ayant de l'autisme, j'ai rien vu de publié. Il y a des registres handicap en France, dont le REHOP. Ils ont publié des données intéressantes sur la prévalence du TSA, mais ils le font sur des bases de données qui sont quantitativement faibles.
parce qu'il y a peu de cas d'autisme dans leur registre. Et puis, il y a des cohortes de patients. Il y a Elena, dont je vais vous parler dans un moment de manière plus précise, et Epithed. Epithed, c'est une cohorte qu'on a mise en place à la fin des années 90 à Montpellier. C'était des enfants qui sont devenus des adultes. Et c'est comme ça, je crois, qu'on a commencé à développer une expertise dans le suivi prospectif et à long terme d'enfants avec un diagnostic d'autisme. Alors ailleurs, sur quelles études on peut s'appuyer? Vous voyez qu'il y a un réseau, un projet de consortium européen qui s'appelle LEAP, qui est principalement coordonné par les Anglais et qui porte sur un recueil extensif chez 437 participants de tout un tas de variables cliniques, mais surtout biologiques, neuroradiologiques. Le but est clairement d'identifier des biomarqueurs. La difficulté de cette cohorte, c'est qu'elle est très hétérogène du point de vue de l'âge et qu'elle intègre des enfants à partir de 6 ans, mais aussi des adultes. Donc l'échantillon des enfants, c'est 100. Donc quand on confronte cet échantillon de 100 à l'extrême hétérogénéité de l'autisme, on se demande comment on va pouvoir éventuellement travailler par sous-groupe. Je souligne quand même que les financements qui ont été obtenus pour ce type de cohorte sont importants, 21 millions d'euros. Il y a une autre cohorte qui s'appelle ABC. ABC, c'est une cohorte qui est issue d'une cohorte de naissance qui s'appelle MOBA, qui se trouve en Norvège, et qui a permis d'inclure à partir de MOBA et à partir de registres norvégiens 500 enfants qui ont un diagnostic d'autisme, qui ont été inclus à partir de 3 ans et pour lesquels ils bénéficient de tout le recueil de prélèvements biologiques. Enfin, il y a une biobanque qui est disponible dans ABC. 15 millions d'euros pour ABC. Et puis, il y a Early Autism Risk Longitudinal Investigation Study. C'est une cohorte de naissance. C'est une cohorte de femmes qui ont un risque d'avoir un autre enfant qui a un diagnostic d'autisme. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, mais que je vais développer tout à l'heure, c'est que le risque d'autisme dans les fratries d'enfants autistes, il est 20 fois supérieur à la population générale. Donc, en général, on s'appuie sur ces cohortes-là. Il y a de plus en plus d'études prospectives d'enfants à risque d'autisme pour avoir des études cas témoins nichées dans la cohorte, avec un bras qui développe de l'autisme et un bras qui ne développe pas d'autisme. Et là, c'est le projet, mais c'est compliqué de savoir si c'est sur les 1200 grossesses qu'ils souhaitaient suivre. Ils ont pu inclure toutes les patientes. Je n'ai pas pu obtenir les données sur le budget. C'est une équipe qui se trouve en Californie et qui repose sur un consortium. Alors, moi, je vais vous parler d'Elena. Nous en arrivons au sujet, mais il fallait quand même quelques éléments de contexte. Elena, c'est une base de données multidimensionnelle. Elle existe depuis 2013. On a obtenu d'abord des financements locaux hospitaliers, puis un projet hospitalier de recherche clinique, et il y a eu un financement de la CNSA. Ce qui nous a permis de mettre en place une équipe et des moyens dédiés, une base de données spécifique, qui est une base de recueil de données par les chercheurs, mais aussi par les familles, parce que les familles saisissent les données depuis leur domicile, parce que bon, au jour où je vous parle, il y a 700 familles, mais 700 familles disséminées dans 9 régions françaises, donc ça serait quand même difficile de les faire venir dans les centres, puis les familles telles que vous pouvez l'imaginer, elles ont aussi d'autres chats à fouetter que de nous aider à faire de la recherche. Il y a un réseau de cliniciens organisé en consortium de 13 centres et puis des chercheurs avec un consortium pour lequel on a demandé aujourd'hui le financement dans le cadre de MRSEI. C'est un grand échantillon d'enfants avec les parents et les fratries. Et l'avantage, je crois, de cette cohorte, c'est qu'elle est très bien phénotypée et que les cas qui sont inclus dans la cohorte ont vraiment un diagnostic rigoureusement établi d'autisme. Il y a parfois, vous entendrez, mais oui, mais aux États-Unis, on a telle et telle collection, plus qu'une cohorte, avec 2000 cas, mais ce sont des cas qui sont autodéclarés. C'est-à-dire que vous ou moi, on peut se déclarer comme ayant de l'autisme, donner éventuellement du sang pour en extraire de l'ADN, parce que la finalité, c'est celle-ci. Mais on n'est absolument pas sûr que les cas soient des cas d'autisme. Dans ce cas-là, on a utilisé, je les cite, 2 outils qui s'appellent l'ADI et l'ADOS, je ne rentre pas dans les détails, qui permettent vraiment d'établir de manière très sûre, la plus sûre possible, le diagnostic d'autisme. Les enfants sont recrutés entre 2 et 12 ans, ce sont les critères d'inclusion, mais dans plus de 60% des cas, ils ont moins de 6 ans, donc ça favorise l'étude des expositions précoces, même si pour le moment, ça se fait de manière rétrospective. Et puis, c'est un suivi prospectif sur 6 années, avec 4 points de recueil que je vais détailler dans un petit moment. Le recueil est relativement riche, avec comme limite, on va l'évoquer tout à l'heure, c'est pour le moment un recueil clinique et psychosocial,
pour des raisons financières. C'est qu'avec les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas mettre en place, par exemple, de biobanques. Le design est approprié pour étudier les facteurs de sévérité, il l'est moins pour étudier les facteurs de risque. Donc là, nous sommes en train de réfléchir dans notre groupe à adapter notre méthodologie pour mieux étudier les facteurs de risque dans le cadre d'études cas témoins qui utiliseraient les cohortes en population générale. Alors Elena, voilà, vous avez le site internet si ça vous intéresse, hein, c'est elena-cohorte.org. On essaie de rendre ce site vivant, de mettre, lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'on organise, on fait des workshops de temps en temps, on met les vidéos sur le site de façon à ce que les familles et les professionnels puissent y accéder. L'étude a été débutée en 2013, elle a été financée telle que je vous l'ai dit par les différents projets. Il y a 13 centres dans 9 régions. Et puis la base de données, c'est 700 enfants. C'est une cohorte ouverte. On espère que d'ici 2020, on aura 1000 enfants. Alors vous allez me dire pourquoi 1000 et pourquoi pas 3000 et pourquoi pas 5000? Parce que d'abord, on a calculé le nombre de sujets nécessaires par rapport aux trajectoires adaptatives des enfants, et parce que ça nous paraissait à la fois un échantillon suffisant et raisonnable à constituer, parce que je peux vous dire que déjà 700, ça mobilise, pour ceux qui connaissent les cohortes, c'est une énergie, les cohortes cliniques, c'est une énergie considérable. Donc le but tel qu'il a été affiché dans les projets qui ont été soumis, c'est d'étudier les trajectoires évolutives, les facteurs de sévérité, les facteurs de risque. Donc là, c'est le circuit des données. Les patients qui bénéficient d'une évaluation multidisciplinaire clinique et pour lesquels un diagnostic d'autisme est posé vont se voir annoncer le diagnostic d'autisme, et à cette occasion-là, on leur propose de participer au projet de recherche. Donc toutes les données qui ont été recueillies au cours de l'évaluation multidisciplinaire vont être saisies dans CleanSight, qui est une base de données que vous connaissez peut-être. Donc il y a des données qui portent sur le développement, sur le fonctionnement intellectuel, sur le langage, sur le comportement, sur le profil sensoriel, sur le fonctionnement moteur. Et puis les autres données sont autosaisies par les parents depuis leur domicile. Et il y a des données qui concernent l'enfant, sa qualité de vie, son comportement, sa santé, ses antécédents, notamment les antécédents périnataux. Et puis il y a des données qui concernent les parents, notamment la qualité de vie des parents, en tout cas l'impact des troubles sur leur qualité de vie, leur niveau de stress, leur stratégie de coping, et puis des problèmes tels que la dépression. Puis 18 mois après, ces parents sont rappelés pour un interview téléphonique qui permet de recueillir une partie des données recueillies à V0. Et puis en même temps, les familles saisissent sur Internet, sur notre base, les données dont je vous ai parlé. Et puis ça se répète à 36 mois. Puis la dernière évaluation a lieu à 6 ans, et puis c'est la fin, a priori, du suivi. Là, je vais passer parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc les étapes pour les 5 ans à venir, ça serait bien d'atteindre, parce que nous n'avons que 700 cas pour l'instant, d'atteindre 1000 participants inclus d'ici 2020. Donc les participants pour nous, ce sont les enfants, mais aussi leurs parents et leurs fratries. Je vais vous dire pourquoi les fratries nous intéressent, j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure. Deuxièmement, c'est de recueillir des données biologiques et puis les expositions environnementales pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure, parce qu'on veut comprendre les causes qui sont en jeu dans l'autisme, et que c'est probablement une interaction entre ces différentes séries de facteurs. Troisièmement, c'est d'écrire le parcours et la consommation de soins en utilisant les bases de données SNDS, et puis mettre en place ce qu'on appelle un bras fratrie, qui inclurait idéalement les nouveau-nés. Alors je vais vous décrire entre l'idéal et la réalité. Des fois, il y a des aménagements qu'il faut faire pour étudier la prévalence des troubles autistiques et puis les trajectoires précoces. Alors là, je vous présente les projets. Je vous ai parlé de Elena, qui est cette cohorte qui donne lieu à une base de données multidimensionnelle. Et là, je vais vous montrer la constellation de projets autour d'Elena pour essayer de répondre à la question d'une meilleure compréhension des mécanismes et pas simplement de l'évolution. Donc là, vous voyez en bleu à chaque fois, ce que j'ai mis, ce sont les appels à projets auxquels nous avons candidaté, avec des fois des réponses que nous avons déjà, et puis des fois des réponses que nous n'avons pas encore et que nous attendons. Alors par exemple, il y a un volet qui s'appelle Enfants à haut risque de TSA, où nous souhaitons suivre les frères et sœurs des enfants qui sont inclus dans Elena, le but étant d'établir de manière plus précise l'incidence de l'autisme dans la fratrie, parce que les données, on s'appuie souvent sur des données sur des cohortes aux États-Unis, et puis l'incidence des pathologies neurodéveloppementales. Il y a aussi donc là, on a soumis ça au PREPS, ça correspond
PHRC, on a soumis une lettre d'intention, donc peut-être que si je revenais la semaine prochaine, je saurais qu'on l'a pas, je vous dirais ça, ou qu'on l'a, je vous dirais ça, bon ça je ne sais pas encore. BABI, c'est l'acronyme de bébé à besoins intensifs, donc là on a soumis une demande de financement MRSEI pour le réseau, le consortium de chercheurs, pour adapter le mieux possible le protocole pour étudier les signes précoces. Je vous dirai quelles sont les difficultés dans le montage de ce projet. Il y a un volet axe intestin-cerveau avec Stéphanie Millot, qui est notre postdoctorante, qui vient d'obtenir un financement de Jensen Horizon sur l'étude du microbiote. Et puis, on a soumis une lettre d'intention au PHRC national, des modèles animaux, là en partenariat avec l'Institut de génétique fonctionnelle à Montpellier, pour étudier les troubles sensoriels dans le TSA chez l'enfant et chez la souris. Et puis, comme je vous l'ai dit, on étudie donc la mise en place de la biobanque, l'étude des trajectoires de soins, on espère, dans le cadre d'un partenariat, notamment avec Madame Quentin, en utilisant les bases SNDS, et puis un projet sur l'environnement, l'effet de l'environnement, notamment la pollution atmosphérique et les pesticides. Alors, je vais essayer de détailler ces projets-là, mais je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, ce que je n'avais pas regardé en commençant. Il est 2 heures. 20 minutes. Enfin, 25 minutes, parce qu'on a commencé, on a commencé avec 5-10 minutes. Donc, j'ai un peu de temps, mais il y a les questions. Ok, bon, alors je vais réduire. Bon, ça sera aussi l'occasion de vous montrer la tête des collègues qui sont à Montpellier et qui n'ont pas pu venir avec nous. Donc là, vous voyez pour la partie biobanque, je vais vous expliquer, peut-être je vais insister sur la partie biobanque. Et puis peut-être que vous pourrez parler du volet SNDS. Bon. Alors là, c'est Sabine Travers qui est neurobiologiste et qui travaille avec nous, qui est ingénieure, et Stéphanie Millot qui est postdoctorante au CESP et qui est neurobiologiste, psychiatre et gériatre. Elle a un profil un peu particulier. Donc, la méthodologie qu'on espère pouvoir utiliser, c'est d'effectuer des prélèvements de sang, d'urine, de sel, de cheveux, de dents de lait, a priori soit à l'hôpital quand les familles le préfèrent, ou bien à domicile, avec un stockage de ces prélèvements biologiques dans le cadre du Centre de ressources biologiques de Montpellier, avec lequel on collabore activement pour définir les modalités les plus précises de nos prélèvements, du transport et du stockage. Alors, vous avez vu, hein, donc, ce sont à la fois des facteurs qui nous permettront de développer des études génétiques et puis de mieux comprendre les facteurs liés aux expositions et à l'effet des expositions aux facteurs environnementaux sur la sévérité des tableaux cliniques. Alors, quand nous, notre stratégie pour la biobanque et pour nos perspectives d'études génétiques dans ELENA, elle est la suivante. Elle est aussi un rapport entre intérêt et faisabilité, parce que les études génétiques sont horriblement chères, et donc là, vous avez un gradient financier, un gradient budgétaire, c'est-à-dire que le coût, par exemple, pour étudier les anomalies chromosomiques avec une méthode CGH-arrêt, et puis pour faire du séquençage à l'aide d'un panel de gènes d'IOTisme dont on dispose en collaboration avec une équipe qui se trouve à Strasbourg et qui a identifié un panel de 400 gènes à peu près qui sont fortement liés à l'autisme avec comme comorbidité le retard mental. Là, on est sur des coûts autour de 100 €. Si vous voulez faire du séquençage d'exomes, on est sur 500 €. Hein, c'est un coût unitaire, hein, c'est un coût individuel. Et si vous souhaitez faire un séquençage génome entier, vous êtes sur 1200, 1300 €. Si vous prenez une cohorte de 1000 patients, je vous laisse envisager le budget, surtout si vous devez faire aussi des études et des analyses chez les ascendants et dans la fratrie. Donc nous, notre stratégie, elle est la suivante, elle est de faire un séquençage de l'exome, mais, alors je ne sais pas si je l'ai mis après, voilà, de faire du séquençage de l'exome, mais de commencer par une analyse d'abord du panel de gènes autisme, parce que c'est la stratégie la moins coûteuse. Si on identifie des mutations, notre idée c'est d'arrêter, et puis s'il n'y a pas de mutation identifiée, eh bien on procédera à une analyse bioinformatique de l'exome, qui est quand même beaucoup plus coûteuse, et on n'aura pas à le faire sur toute la cohorte. Donc cette stratégie pour les études génétiques pour la cohorte ELENA, on la travaille avec Amélie Piton, qui travaille dans l'équipe de Jamel Chelly à l'unité de génétique moléculaire à Strasbourg. Et pour identifier le panel de gènes à analyser,
Amélie Piton, avec Sabine Travers, ont croisé les bases de données actuelles et qui identifient les facteurs de susceptibilité génétique dans l'autisme. Donc elles ont croisé SFARI, Autism Knowledge Base, et le panel Autisme déficience intellectuelle, ce qui nous a conduit à identifier 396 gènes d'intérêt sur lesquels porteront nos analyses. Donc les études génétiques vont suivre a priori la même organisation que celle qui est planifiée à Montpellier, une consultation et un conseil génétique avant les prélèvements sanguins, le séquençage de l'exome au Centre national de génotypage à Évry, et puis l'analyse bioinformatique du panel ou de l'exome chez Amélie Piton. Donc là, on n'a pas de financement pour l'instant, et donc on souhaite faire des demandes de financement pour le séquençage à frange génomique dès la mise en place de la biobanque. Un autre projet pour illustrer notre démarche, c'est celui-ci, donc Marion Mortamé, qui est épidémiologiste de l'environnement, et Cécile Michelon, qui est biostatisticienne. Donc, ce projet PEPITA, c'est l'acronyme de exposition environnementale aux pesticides, à la pollution de l'air et au TSA. Je vous ai dit tout à l'heure que les facteurs environnementaux contribuaient très probablement à la survenue des pathologies neurodéveloppementales. En revanche, il y a des résultats qui sont très différents selon les environnements dans lesquels les études sont faites. Donc, par exemple, aux États-Unis, alors bon, c'est peut-être ceci qui explique que cela, il y a un lien qui a été rapporté par plusieurs études entre l'exposition à l'air et à la pollution et aux pesticides, et puis le risque de TSA. Alors qu'en Europe, il y a un consortium européen qui a publié un article récemment. Il n'y a pas d'association qui a été retrouvée, avec des limites particulières. Alors on peut se dire que l'environnement n'est pas le même, et c'est tant mieux. Et puis on peut peut-être se dire aussi que dans l'étude qui a été publiée par ce consortium européen, les cas n'étaient pas des cas d'autisme, c'était des cas avec des traits autistiques, donc avec des difficultés développementales. En tout cas, la question se pose en Europe également, de savoir s'il y a une association entre risque d'autisme et exposition à la pollution de l'air et aux pesticides, et s'il y a aussi une association avec la sévérité et l'évolution naturelle du TSA. Donc ce sont des objectifs qu'on s'est donnés dans le cadre de la cohorte ELENA, donc de déterminer si ces expositions sont liées à la présence de l'autisme et à la sévérité de l'autisme et à son évolution chez les enfants que nous suivons dans ELENA. Donc la méthode, ou du moins les méthodes que nous souhaitons utiliser, puisque c'est un projet qui n'a pas encore démarré, il est dans sa période de mise en place, c'est une étude cas témoin qui utiliserait comme cas les enfants de la cohorte ELENA, et puis comme témoin des enfants de la cohorte ELF. Donc on est en contact avec les collègues de la cohorte ELF pour faire du data sharing, pour pouvoir utiliser les témoins, 3 témoins par cas inclus dans ELENA, après des procédures d'appariement sur le sexe et la commune de naissance. Donc là, on est encore en train de discuter avec les collègues de ELF sur la méthodologie précise du data sharing. Et puis pour l'objectif 2, c'est de suivre les enfants, la trajectoire des enfants dans ELENA, et puis de regarder si, en fonction des expositions, notamment des expositions précoces, s'il y a des liens avec la forme et la sévérité de la forme évolutive. Bon, donc les collaborations dans le cadre de ce projet, notamment avec l'équipe de Rémi Slama à Grenoble, et en particulier avec Claire Philippa, et puis une collaboration pour les pesticides avec l'équipe de Cécile Chevrier à Rennes, et en particulier Rémi Béranger. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Je vais passer, je voulais vous parler du projet transversal, mais je n'aurai pas le temps, et du projet d'ISBIO, je n'aurai pas le temps. J'en arrive tout de suite au projet sur les enfants à risque. Donc là, vous avez Cécile Ratas, ici, qui est psychologue, qui est docteur en psychologie, Julie, qui est notre data manager, Tasnim Albarali, qui est là, Marie-Christine Picot. Donc ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous prenez les fratries dans lesquelles il y a déjà un enfant avec un diagnostic d'autisme, il y a à peu près 15 à 20%
de cas d'autisme. Donc la prévalence de l'autisme est beaucoup plus importante qu'en population générale, où je vous le rappelle, elle est de 1%. Mais il y a aussi des cas, non pas d'autisme, mais on va dire de très autistique. Ce qu'on appelle le BAP, c'est le phénotype élargi de l'autisme. Et puis d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc autant dire que dans un cas sur deux, dans les fratries, qui sont vraiment des populations vulnérables du point de vue du neurodéveloppement, il va y avoir des difficultés neurodéveloppementales, dont l'autisme ou des traits autistiques. Et c'est pour cette raison qu'il y a un nombre croissant, depuis une dizaine d'années, de publications portant sur des études prospectives d'enfants à haut risque de TSA. Alors les enfants à haut risque de TSA, ce sont bien entendu, et en premier lieu, si j'ose dire, les fratries, mais ce sont aussi les enfants avec prématurité dans lesquels la prévalence de l'autisme est plus importante. Et ces études ont permis d'identifier des marqueurs développementaux précoces qui, avant l'apparition de la maladie, dans la phase prodromique de la maladie, ce qui amène à conceptualiser l'autisme plus aujourd'hui comme une décompensation développementale entre 6 mois et 1 an que comme un trouble du développement. La difficulté de ces études chez les enfants à risque, c'est qu'en général, il faut commencer très tôt. Donc il faut commencer soit pendant la grossesse, donc des cohortes de naissance, en population générale, qui éventuellement chercheraient des cas avec autisme. C'est ce qu'ont fait les Norvégiens avec MOBA, dont ils ont extrait ABC, mais ça coûte très cher, ça dure très longtemps, il faut vraiment beaucoup d'argent. Ou bien des cohortes de femmes enceintes qui ont un risque d'avoir un enfant avec autisme. Et là aussi, la difficulté, c'est l'identification et le recrutement des femmes enceintes. Alors là, franchement, si vous avez une idée, moi je suis preneuse, parce que d'un point de vue pas tant de la méthodologie de l'étude, mais du point de vue du recrutement des cas, et puis du point de vue éthique, déontologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer des études de ce type à des femmes sans qu'il y ait une contrepartie qu'elles ne demandent pas, mais une contrepartie en termes d'accompagnement, de soutien, de réassurance. Et pour en avoir discuté avec des collègues qui mettent en place des cohortes, non pas de naissance, mais des cohortes de bébés, ils soulignent bien à quel point le chercheur a besoin d'être adossé à des équipes cliniques, parce que derrière, les familles demandent un étayage, ils sont inquiets de la récurrence de l'autisme, etc. Donc, nous, on reste sur l'objectif de caractériser les fratries d'enfants autistes pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, autour de plusieurs axes. Un axe prévalence du TSA et du phénotype élargi et des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants de Helena, mais surtout ceux qui ont été recrutés en Occitanie et Rhône-Alpes pour des raisons de faisabilité, vous me direz ce que vous en pensez. Un axe trajectoire et signes précoces. Là aussi, notre idée, c'est de recruter des bébés à risque à partir de 5 mois, alors qu'à l'origine, notre idée était de les recruter dans le ventre de leur maman, si j'ose dire, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, ça nous semble complexe. Donc, on discute avec nos partenaires qui ont des cohortes de naissance, mais pas de femmes avec un risque particulier, mais en population générale. Je pense en particulier à la cohorte de Rémi Slaba, dont Cépage. Et puis l'objectif 3, c'est d'étudier les liens entre sévérité de l'autisme, exposition précoce et biomarqueurs, mais là, dans le cadre de partage de données avec les cohortes de naissance existantes. Alors, si jamais c'était simple et qu'on n'avait pas cette difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, ce souci éthique, déontologique, d'avoir à être très très prudent dans le recrutement des cas, parce que ces cas, ce sont des personnes, ce sont des familles, ce sont des papas et des mamans inquiets de ce qui pourrait arriver à leur autre enfant. Le design idéal, il est là. On recrute des enfants qui sont des frères et sœurs d'enfants avec un diagnostic d'autisme, et tous les 5 mois, on recueille des données à la fois sur leur développement, sur leur comportement, sur leur tempérament, sur leur motricité. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue en équipe. Et puis, on suit ces enfants, et puis ensuite, on va avoir un bras qui va développer de l'autisme, on sait, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20%, et puis un bras qui va garder un développement typique. Et puis, pour comprendre l'impact de l'environnement, des facteurs biologiques, eh bien, on va prélever des données qui concernent l'exposition à la pollution de perturbateurs endocriniens. On va prélever des données biologiques qui permettront d'étudier des facteurs génétiques, épigénétiques, mais aussi des facteurs liés aux expositions. Et puis, on s'intéressera à identifier des biomarqueurs, etc., etc. Sauf que ce protocole, il est
au-delà du fait qu'il est coûteux financièrement, il est coûteux en termes de parcours des familles. Et au moment où je vous parle, c'est une difficulté importante dans la construction du projet. J'ai fait le tour de ce que je voulais évoquer. Vous avez vu qu'il y a d'autres projets que j'aurais pu vous présenter. Le but de vous présenter ces projets, c'est aussi l'occasion, on a parlé de data sharing avec d'autres équipes, de voir peut-être des collègues au sein du CESP avoir envie de collaborer avec nous. Et parce qu'une cohorte, comme vous le savez, ce sont énormément de données, et ces données, elles ont besoin d'être étudiées, analysées, et on n'est jamais suffisamment nombreux. Les retombées que nous attendons de notre projet ELENA, c'est de permettre la mise en place d'une plateforme de recherche sur l'autisme, sachant que pour l'instant, on est sur ce volet-là. Donc, on a recueilli les données cliniques sur le comportement, le développement, le mode de vie et les interventions qui sont proposées aux enfants. On a une partie des données de santé, on a recueilli une partie des antécédents périnataux et des comorbidités médicales et des médicaments. Donc ça, c'est dans la base, mais il faut le faire de manière encore plus précise, il faut le compléter. Ce qui nous manque, c'est ça, c'est le volet échantillon biologique et exposition, alors que c'est indispensable si on veut comprendre les facteurs de risque de l'autisme. Et de notre point de vue, avancer dans ces questions-là, c'est aussi avancer, bien sûr, au niveau médical et scientifique, en identifiant, comme je l'envisageais tout à l'heure, des biomarqueurs pour que le diagnostic précoce, qui est terriblement difficile, ce n'est pas juste les critères du DSM, donc soit plus facile, pour avoir des cibles thérapeutiques plus précises, parce qu'aujourd'hui, on propose à peu près les mêmes traitements à tous les enfants, alors qu'on voit bien qu'ils n'ont pas, dès le début, les mêmes tableaux et qu'ensuite, ils n'ont pas évolué de la même manière. Pour réduire la morbidité en identifiant des facteurs de risque modifiables, donc ça pourrait être le support de mesures de prévention. Et puis du point de vue économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on n'a pas des estimations précises en France, on sait que les dépenses directes, donc le coût de la prise en charge, et les dépenses indirectes, c'est-à-dire les pertes de revenus des parents qui sont parfois dans des situations sociales et économiques très difficiles du fait des problématiques de santé de leur enfant. Donc le but, ça serait de baisser ces dépenses et puis de limiter les incapacités parfois très importantes de certains enfants, même si je vous ai dit que dans ce grand spectre des troubles de l'autisme, certains s'en sortent vraiment pas mal et ont une vie quasi normale, et puis soulager les familles et les autres aidants. Je termine en vous présentant la liste des centres associés. Donc vous voyez qu'il y a Mario Speranza qui sera, je l'espère, au 1er janvier 2020, le responsable de l'équipe PsyDev au sein du CESP. Marie-Joëlle Orève qui travaille avec lui au centre hospitalier de Versailles, Romain Coutel, Sandrine Saunier, Marie-Maud Geoffrey à Lyon, Laurence Robel à Necker, David Cohen et Didier Péris à la Pitié-Salpêtrière, François Poinceau, Marine Vieillard, Clarisse Châtel au CERA de Marseille. J'ai commencé à les citer, je continue. Sylvie Serré et Stéphanie Vespirini à Nice, le professeur Jiquel et le docteur Maillet, Poitou-Charentes, Renaud Jardrine, Nord-Pas-de-Calais, Jean-Philippe Reynaud, Thierry Masse à Toulouse, Catherine Chabot, Julien Potelette à Strasbourg, Alexandre Novo, Champagne-Ardenne, Jean-Michel Pinois au CRA Bourgogne. Et puis ici, il y a Myriam Soussana qui est en congé maternité depuis quelques temps, on pense à elle, Flore Couty et Ella qui sont nos psychologues qui font le recueil des données auprès des patients, et Christelle qui est l'une de nos 4 doctorantes. Voilà. Et puis ça, c'est le consortium scientifique avec des collègues qui viennent des États-Unis, du Canada, de l'Italie, et puis de chez nous, de la France. Voilà, et puis merci beaucoup si ça vous a intéressé.